Le plaisir et la volonté. D'après les auteurs de plusieurs grandes découvertes scientifiques, l'euphorie, caractéristique du plaisir, se répercute dans tous nos systèmes, nerveux, hormonal et immunitaire. Mais cette aptitude, habilité à répondre, et ce goût pour le plaisir, d'où nous viennent-ils? Si nous répondons simplement de la volonté, nous risquons fort de susciter la surprise, voire le scepticisme. Dans la civilisation présente, où se propage la violence, la drogue, surstimulation, tous azimuts, la volonté ne cesse d'apparaître comme un trouble fait, comme la source d'un contrôle stupide. Au lieu de volonté plus ou moins libre, les humains n'auront plus, désormais, comme source de leur conduite, que les déterminismes obscurs de leur motivation, conçue d'ailleurs elle-même sur le seul modèle de la déficience tissulaire propre à la soif et à la faim, etc. À ce compte, évidemment, le contrôle de nos comportements ne relève plus de la volonté, mais de conditionnements que l'environnement socioculturel nous impose d'avance, voire qu'il devrait nous imposer davantage encore, si l'on en croit certaines interprétations des théories lancées par Skinner et son école. L'ancienne image de la volonté, vue comme contrôle janséniste et puritain, semble encore servir de prétexte au manque de maîtrise humaine. On vante parfois la discipline nécessaire aux champions olympiques, mais cette discipline extraordinaire n'implique guère une véritable possession de soi dans la vie réelle. Certains incidents survenus depuis quelques années montrent bien que la discipline est souvent mise au service de la gloire plutôt que la maîtrise de soi. Plusieurs chercheurs en sciences naturelles ont pourtant démontré de manière expérimentale combien le cognitif et l'affectif proprement spirituel, c'est-à-dire provenant de l'intelligence et de la volonté, possèdent le pouvoir d'influencer inévitablement les systèmes neurophysiologiques et neurochimiques du plaisir. En effet, le cortex cognitif, celui que les activités d'intelligence animent, suscitent, par l'intermédiaire des structures limbiques et du cortex moteur, des plaisirs spirituels incarnés, bien sensibles et bien corporels, car notre cerveau, cortex cérébral, tout entier, répand ses fibres jusqu'aux ganglions de base et jusqu'au cervelet. Or, ces deux portions du cerveau maintiennent jour et nuit des liens physiologiques et chimiques avec l'œsophage, les poumons, le cœur, les intestins, les reins, les organes génitaux, les muscles striés et les muscles lisses. John C. Eccles a bien démontré, pour sa part, les effets sensibles et physiologiques de la pensée silencieuse, silent thinking, dans tout le cortex cérébral, avec ses projections dans les structures limbiques impliquées dans les émotions sensibles et ses effets organiques. D'autre part, H. Kornhaber, Université d'Ulm, en Allemagne, a prouvé, dans une expérience toute simple et fascinante, l'existence des ondes cérébrales connexes à l'acte de vouloir. En invitant ces sujets à faire un seul mouvement de leurs articulaires droits, Kornhaber les laissa libres de le faire quand ils le voudraient. De la sorte, il était sûr que l'action qui s'ensuivrait représenterait un véritable acte de volonté. En outre, l'expérimentateur aurait tout le loisir de mesurer le potentiel cérébral qui précède le mouvement volontaire. Kornhaber mesura effectivement ses potentiels jusqu'à l'instant même où il put observer le mouvement du doigt. Or, environ 0,8 secondes avant le mouvement du doigt, Kornhaber détecta un potentiel bilatéral de préparation, bilatéral readiness potential, qui se montra de fait largement répandu sur les deux hémisphères du cerveau. Ce potentiel de préparation fut suivi d'un potentiel de prémonition, PMP, également bilatéral, environ 90 millisecondes avant le mouvement du doigt. Finalement, le potentiel proprement moteur n'apparut que 50 millisecondes avant le mouvement et fut enregistré jusqu'au-dessus de l'aire de la main dans le cortex moteur gauche. Ainsi, Kornhaber a découvert de cette expérimentation les deux ondes
prémonitrice caractéristique de la volonté libre. Que se passe-t-il effectivement quand je décide bien volontairement d'exécuter une action? Pendant la durée du potentiel de préparation, le cerveau développe un mouvement pulsatoire et structuré de décharge neuronale qui se diffuse par tout le cortex. Ce potentiel apparaît donc ici comme la conséquence neuronale de la décision volontaire. Durant la phase où la volonté goûte le plaisir d'un mouvement libre, l'influence et les conséquences de son agir se répartissent largement dans les deux hémisphères cérébraux, puis dans les aires motrices, aires primaires, secondaires et supplémentaires, et finalement dans les structures striées et lisses des muscles. Bon, les nombreuses constatations expérimentales d'une structure de réverbération globalisante obligent à modifier notre façon de voir et de vivre la relation corps-esprit. Ils ne sont plus saisis comme deux entités séparées, mais comme deux facettes bien distinctes d'une même réalité sous-jacente et mystérieuse. La réalité de l'humain, tout pénétré de véritables corporels. Après avoir donné un aperçu de base expérimentale essentielle à l'établissement des caractéristiques psychosomatiques du plaisir humain, nous pouvons donc affirmer avec une certaine assurance que le plaisir spirituel goûté par la volonté, la volition, sont les plus grandes sources de jouissance, les biens les plus élevés, de telle sorte que tout le physiologique s'en trouve unifié. Nous souhaitons donc que les lecteurs, les lectrices puissent vraiment savourer la vérité fondamentale et tellement jouissive selon laquelle la volition n'est pas d'abord un choix, ni d'abord un commandement, ni d'abord une exécution, mais d'abord une jouissance, un goût sans borne pour les biens qui ne peuvent nous tricher ni décevoir et d'où, par conséquent, nous viennent les plaisirs les plus juteux, les plus tonifiants et les moins éphémères. Yvon Saint-Arnaud. Bon, là, je vais vous parler de la génération des ouvriers de la Terre. Êtes-vous un moderne attardé ou un contemporain du futur? Une affiche sur les murs de Paris en 1622. Voir les choses anciennes avec des yeux nouveaux. Le langage ésotérique est le langage technique. Une nouvelle notion de la société secrète. Un nouvel aspect de l'esprit religieux. Griffin, l'homme invisible de Wells, disait « Les hommes même cultivés ne se rendent pas compte des puissances cachées dans les livres des sciences. Dans ce volume, il y a des merveilles, des miracles. Ils s'en rendent compte maintenant, et les hommes de la rue, mieux que les lettrés, toujours en retard d'une révolution. Il y a des miracles, des merveilles, et il y a des épouvantes. Les pouvoirs de la science, depuis Wells, se sont étendus au-delà de la planète et menacent la vie de celle-ci. Une nouvelle génération de savants est née. Ce sont des gens qui ont conscience d'être, non des chercheurs désintéressés et des spectateurs purs, mais selon la belle expression de Teilhard de Chardin, des ouvriers de la terre, solidaires du destin de l'humanité et dans une notable mesure responsables de ce destin. Giulio Curie lance des bouteilles d'essence contre les chars allemands lors d'un combat pour la libération de Paris. Norbert Wiener, le cybernétien, apostrophe les hommes politiques. Nous vous avons donné un réservoir infini de puissance et vous avez fait Bergen-Belsen et Hiroshima. Ce sont là des savants d'un style nouveau, dont l'aventure est liée à celle du monde. Ils sont les héritiers directs des chercheurs du premier quart de notre siècle. Les Curie, Langevin, Perrin, Planck, Einstein, etc. On n'a pas assez dit que, durant ces années, la flamme du génie s'éleva à des hauteurs qu'elle n'avait pas atteintes depuis le miracle grec. Ces maîtres avaient livré des batailles contre l'inertie de l'humain. Ils avaient été violents dans ces batailles. La vérité ne triomphe jamais, mais ses adversaires finissent par mourir, disait Planck. Et Einstein, je ne crois pas à l'éducation. Ton seul modèle doit être toi-même. Ce modèle fut-il effrayant. Mais ce n'était pas des conflits au niveau de la Terre, de l'histoire, de l'action immédiate. Il se sentait responsable devant la vérité uniquement. L'actuelle génération éprouve
de tous côtés, en toutes circonstances, que le savant est lié au monde. Il détient la quasi-totalité du savoir utile. Il détiendra bientôt la quasi-totalité du pouvoir. Il est le personnage clé de l'aventure où se trouve engagée l'humanité. Dans le même temps, ses travaux le conduisent à voir la dérision des particularismes, l'élève à un niveau de conscience planétaire, sinon cosmique. Entre son pouvoir et les pouvoirs, il y a un malentendu entre ce qu'il risque lui-même et les risques qu'il fait courir au monde. Seul un effroyable lâche pourrait hésiter. Kurchantov rompt la consigne du silence et révèle ce qu'il sait au physicien anglais Darwell. Pontecorvo fut en Russie pour y poursuivre son œuvre. Oppenheimer entre en conflit avec son gouvernement. Les atomistes américains partis contre l'armée et publient leur extraordinaire bulletin. La découverte représente une horloge dont les aiguilles s'avancent vers minuit chaque fois qu'une expérience ou une découverte redoutable tombe entre les mains des militaires. Voici ma prédiction pour l'avenir, écrit le biologiste anglais J.B.S. Halden. Ce qui ne fut pas sera, et personne n'en est à l'abri. Le rythme effréné de la vie contemporaine risque de nous faire perdre de vue l'essentiel de la vie. Le corps encaisse la pression et suit la cadence jusqu'au jour où il ne répond plus, incapable de trouver la mesure entre un sain équilibre de vie et une vie impossible. Les malaises apparaissent signe d'une rupture, d'un conflit intérieur non résolu, de l'émergence d'un dysfonctionnement que les pharmacopées habituelles ne résoudront pas. Les articles de cet ouvrage explorent la réalité psychosomatique et proposent, chacun à leur manière et à partir de leur horizon disciplinaire propre, des voies de compréhension de la souffrance psychosomatique, comprise comme un signe du corps qui invite à reprendre contact avec soi-même, les autres et Dieu. Il postule et réaffirme l'importance du caractère relationnel du corps et de l'esprit pour examiner tantôt la souffrance ou une blessure intérieure, tantôt un bien-être ou un possible chemin de vie. Le corps malade est un signe lancé à la personne pour qu'elle ose des relations plus vraies avec soi-même, les autres et Dieu. Aucun discours ne peut réellement rendre compte du saut qualitatif qui consiste à passer d'une perception du monde filtrée et voilée par nos croyances, par nos concepts, à l'expérience directe de la réalité telle qu'elle est. Alors que le mental projette ses propres conceptions sur le monde, les personnes et les situations, la connaissance directe est de l'ordre d'une totale évidence. Elle engendre une certitude profonde, donnant un sens à la vie. À la Fondation Vie Humaine, on offre des séminaires intensifs vers l'éveil. On propose un cadre structuré, particulièrement favorable à la quête de l'essentiel. Il permet de traverser en sécurité le monde des apparences, de prendre conscience et de nous libérer de nos identifications pour réaliser, même temporairement, notre être véritable. Il s'agit d'une connaissance intime, libre de tout enseignement, mais fondée sur une pratique rigoureuse, une démarche originale et efficace qui allie contemplation et communication. Les séminaires intensifs est un processus d'éveil qui démontre que l'absolu existe et que chacun peut en faire l'expérience. Les séminaires intensifs, c'est un état d'éveil qui sont accessibles à tous ceux pour qui importe la connaissance de soi. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait d'autres démarches auparavant. Seules sont requises la bonne volonté et la détermination. Donc, c'est ça. Pour plus de renseignements, plus d'informations, contactez-nous à viehumaine@live.ca. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Merci.